Dimanche de meeting présidentiel, celui du candidat d'extrême droite Éric Zemmour à Villepinte. Il a pris la parole pour annoncer son programme. Un meeting durant lequel des militants de SOS Racisme ont été violentés après une opération lors de ce meeting. Faut-il vacciner les enfants? La question sera posée demain au Conseil de défense alors que la 5e vague continue de gagner du terrain en Europe. Le variant Omicron continue de donner des sueurs froides aux virologues. Et puis le pape François est en Grèce. Il a passé la journée sur l'île de Lesbos, devenue ces dernières années une prison à ciel ouvert pour les migrants. Il appelle à mettre fin au naufrage de civilisation. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Reconquête, c'est donc le nom choisi par Éric Zemmour pour son parti politique. Le candidat à l'élection présidentielle a tenu son premier meeting à Villepinte ce dimanche en région parisienne. Il a fini de prendre la parole. On va écouter un extrait de son premier discours. Qui aurait pu imaginer cela il y a encore quelques mois ? Le pouvoir l'avait décidé, les journalistes l'avaient souhaité, la droite l'avait accepté. La prochaine élection présidentielle devait être une formalité pour 5 années supplémentaires de macronisme. La France devait continuer à tranquillement sortir de l'histoire et les Français devaient disparaître en silence sur la terre de leurs ancêtres. Mais un petit grain de sable est venu gripper la machine. Voilà pour cet extrait du premier discours d'Éric Zemmour en tant que candidat à cette élection présidentielle. Un meeting qui a été, il faut le dire, un petit peu perturbé par une opération de l'association SOS Racisme. Des militants ont par la suite été violentés. L'une des militantes d'SOS Racisme a été blessée à la tête selon justement SOS Racisme qui a communiqué sur Twitter suite à cette opération. On va retrouver maintenant notre envoyé spécial Karim Akiki du côté de Villepinte. Karim, vous avez assisté notamment à cet épisode un peu perturbant pour ce meeting d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ce premier jour de campagne pour lui ? Écoutez, on peut retenir 2 choses. D'abord, cette prise de parole d'Éric Zemmour qui a dit qu'il souhaitait maintenant passer du constat à l'action. Alors pour cela, il a développé les thèmes qu'il développait déjà avant sa candidature officielle. Il a fustigé le pouvoir, les médias, l'establishment en disant que ce n'était pas une fatalité. Et puis Éric Zemmour, dans un long discours d'1 heure, lu, sans grand charisme, a essayé d'opposer la société française, a essayé d'opposer les Français, les migrants, les musulmans. Il a développé ces thèmes-là avec le thème le plus général qui est celui du grand remplacement. Il a eu un succès ici quand il parlait de grand remplacement, d'arrêter l'immigration, a-t-il dit, une immigration choisie. Il a été longuement applaudi. Le deuxième thème qui a été développé ici après le grand remplacement, c'était celui du grand déclassement. D'après Éric Zemmour, la France et les Français sont déclassés au profit des étrangers, des immigrés qui ont plus de droits, qui ont la possibilité d'avoir les droits sociaux. Eh bien, il a décidé, par exemple, s'il est élu président, de supprimer ces droits sociaux pour les étrangers. Et énorme applaudissement ici. Un discours offensif également qui est revenu sur l'école. La place de l'école, a-t-il dit, il faut en finir avec l'islamo-gauchisme et redonner, dit-il, à la France sa place qu'elle avait perdue. Des applaudissements également. Eh bien, on a vu qu'Éric Zemmour a finalement fait de l'Éric Zemmour, maintenant qu'il est investi officiellement pour son nouveau parti candidat à l'élection présidentielle, un discours sans surprise avec une violence également à l'égard des immigrés, des étrangers, de ceux qui ne veulent pas s'assimiler. À la fin de son discours, une Marseillaise a été entonnée et puis nous avons entendu également les chants de ses partisans qui disaient « On est chez nous, on est chez nous ». Merci Karima Akiki, vous qui avez suivi tout au long de cette journée ce meeting d'Éric Zemmour du côté de Villepinte. Éric Zemmour, vous l'avez compris, qui maintient une ligne dure, bien ancrée à l'extrême droite, qui rappelle, il faut le dire, ce que tenait il y a 20 ans Jean-Marie Le Pen. On en parlait un peu plus tôt avec notre invité Stéphane Wanich.
Ça rappelle tout à fait Jean-Marie Le Pen. En fait, structurellement, même si les mots sont plus modernes, structurellement, on est dans la même logique, c'est-à-dire c'est la France en danger qu'il faut absolument sauver, danger de mort bien sûr. Grâce c'est le peuple et sa vitalité qui pourra sauver la France, avec comme leader là Éric Zemmour comme sauveur prophétique. Et bien sûr, victimisation du sauveur parce que tout le monde, avec la trahison des élites, des médias, tout le monde veut que sa mort, entre guillemets, soit sa mort, comme il l'a dit, je dirais symbolique, soit sa mort physique. Voilà ce que l'on pouvait dire de ce premier meeting d'Éric Zemmour. Sur un tout autre bord politique maintenant, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, a rassemblé ses soutiens du côté de la défense. On écoute un extrait de sa prise de parole. Nous venons montrer au pays pour lui redonner du courage, alors qu'il est plongé dans l'obscurité de débats absurdes où l'on voudrait qu'ils se comptent l'un à l'autre pour des affaires de religion ou de couleur de peau. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus, non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage. Et vous l'avez compris, la campagne présidentielle est bien lancée, mais l'actualité sanitaire n'est jamais bien loin. La 5e vague déferle toujours sur l'Europe, mais depuis plusieurs jours, c'est l'apparition d'un nouveau variant qui préoccupe. Chaque pays compte désormais ses Omicron. 183 sont confirmés au Danemark. Un cas a été signalé au Sénégal. Et c'est dans ce contexte que se pose la question de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Elle existe déjà aux États-Unis ou encore au Canada. Elle sera au programme du Conseil de défense sanitaire qui est prévu demain, alors que de nombreux cas de Covid-19 ont été recensés auprès des plus jeunes. Regardez. Des enfants enrhumés, ce généraliste à Strasbourg en voit de plus en plus souvent. Depuis 2 semaines, son cabinet recense 2 à 4 cas de Covid par jour. Au moindre signe, les parents sont inquiets. On se pose des questions, on ne sait pas si c'est juste un refroidissement comme chaque année ou le Covid lui-même, quoi. C'est pour ça que j'ai préféré consulter pour mon fils. Depuis le retour des vacances de la Toussaint, le virus circule beaucoup dans les écoles primaires. Le taux d'incidence n'a jamais été aussi haut. 863 cas pour 100 000 enfants chez les 6-10 ans. Cette vague n'est pas plus grave en termes de santé pour les enfants. Les enfants ne sont pas plus gravement touchés. Par contre, comme il y a plus d'enfants touchés, obligatoirement, on risque d'avoir plus de formes graves pédiatriques que les précédentes vagues. La Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les 5-11 ans à risque de formes graves. Cela concernerait 360 000 enfants. Souvent asymptomatiques, les plus jeunes transmettent le virus. Alors, faudrait-il vacciner tous les 5-11 ans? Ce n'est pas une priorité pour ce médecin. C'est-à-dire de vacciner les frères, les sœurs, qui eux sont éligibles, et évidemment les parents, et donc d'aller plus loin dans la vaccination des adultes qui n'ont pas été encore vaccinés, qui sont en contact avec ces mêmes enfants. La vaccination des enfants divise les parents. Je suis plutôt pour, ouais. Si, bon, ça a l'air de marcher pour les adultes, on peut en sortir, ça sera tant mieux. Je suis contre, je suis à 200% contre. On n'a déjà pas assez de recul pour les adultes, alors les enfants, non, pas question. Aux États-Unis et en Israël, on vaccine déjà les enfants depuis le mois dernier. Cette question devrait être évoquée demain au Conseil de défense sanitaire. La France, où 10 millions de personnes ont déjà tendu le bras pour une dose de rappel contre le Covid-19. Dès les annonces du gouvernement, les créneaux ont été pris d'assaut. Les centres de vaccination font le plein. Illustration en Haute-Garonne avec ce reportage d'Isabelle Deslions. Arrivé en continu dans ce centre départemental de vaccination proche de Toulouse. 500 rendez-vous calés pour aujourd'hui. Beaucoup veulent être tranquilles pour les fêtes. Je suis vacciné depuis plus de 6 mois. J'ai des facteurs de risque légers, mais j'ai quand même des facteurs de risque. Et j'ai envie de protéger moi et toute ma famille autour pour les fêtes et puis pour la fin de l'année. En famille, il n'y a plus de gestes barrières. Donc ouais, je préfère quand même être prudente et faire attention à ma santé. Voilà. La plupart viennent pour la dose de rappel. Pour Camélia, 13 ans, ce sera la première injection. Ses parents craignent la 5e vague. Avec le vaccin, tu peux aller partout. Enfin, tu peux aller au cinéma, au McDo, enfin partout. J'ai attendu, puis je vois que ça repart. Et c'est pour ça que je la vaccine. Tous les créneaux sont pris jusqu'au 24 janvier. Mais une centaine de doses supplémentaires peuvent être administrées sans rendez-vous, en principe aux plus de 65 ans.
mais pas seulement. Je suis professionnelle de santé et je voulais voir si éventuellement ils pouvaient me prendre vu qu'il n'y a pas de campagne réalisée dans mon établissement. Elle pourra passer car les vaccins ne manquent pas. Le parcours est rapide, bien rodé. Pour la famille Fournier, un geste solidaire. Éviter justement des reconfinements, des refermetures de restaurants, des choses comme ça, quoi. Donc on essaie, après la vaccination, c'est plus, on va dire, un geste collectif. Pour faire face, le centre a augmenté ses capacités. Il fonctionne 6 jours sur 7. On va prendre la direction de l'Indonésie maintenant avec ces images impressionnantes du volcan Semeru. Son éruption a déclenché la panique chez les habitants des villages environnants. Au moins 14 personnes sont mortes. Et cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre au Pakistan, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées après le meurtre d'un directeur d'usine. Il était d'origine sri-lankaise. Il a été battu à mort et puis immolé par le feu par une foule qui l'accusait de blasphème. Regardez. Son portrait est exposé au public et aux médias devant la chambre de commerce de Sialkot. Un mémorial improvisé en hommage à Priyantha Kumara, le directeur d'usine sri-lankais, battu à mort et brûlé par une foule en colère. Un crime barbare, condamné par la classe politique pakistanaise et les habitants. L'incident qui s'est produit est extrêmement répréhensible. C'est un jour sombre dans l'histoire de Sialkot. Le Sri Lanka est notre ami et nous partageons sa douleur dans ce triste incident. Aucune condamnation de ce crime n'est suffisante. Les images de la scène du crime font froid dans le dos. Voici ce qu'il reste de Priyantha Kumara, un amas de cendres, des vêtements carbonisés au milieu de cette artère très fréquentée de Sialkot. Le citoyen sri-lankais, accusé de blasphème pour avoir déchiré une affiche religieuse, s'est réfugié sur le toit de son usine de textile avant d'être traîné dans la rue. Des centaines de personnes ont pris part aux violences, pendant que d'autres y ont assisté passivement. La police du Pendjab dénonce un acte terroriste. Nous sommes intervenus à 200 endroits différents en moins de 24 heures pour arrêter les suspects. Nous avons identifié 160 coupables présumés grâce à des images de surveillance. 118 personnes ont été arrêtées jusqu'ici. Était-ce un règlement de compte avec un employeur abusif? L'enquête se poursuit. Mais les accusations de blasphème sont régulièrement utilisées au Pakistan comme prétexte lors de simples disputes. L'offense à l'islam, souvent non prouvée, a provoqué à plusieurs reprises ces dernières années des lynchages meurtriers. Selon un récent rapport, au moins 78 personnes auraient été tuées en 2020 au Pakistan dans des affaires de blasphème. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière froid, sans pierre tombale. Les mots forts du pape François en visite sur l'île grecque de Lesbos. C'est là que vivent entassés depuis des années maintenant des migrants dans des conditions particulièrement difficiles. Inès Olagaray. Serrer des mains, enlacer des enfants. Écoutez le récit de chacun. Sur l'île grecque de Lesbos, le pape François a voulu accorder un peu d'attention aux migrants du camp de Mavrovouni qui se sont pressés pour venir à sa rencontre. Je suis ici pour voir vos visages et vous regarder droit dans les yeux. Des yeux emplis de peur et d'attente, des yeux qui ont vu la violence et la pauvreté. Il y a 5 ans, le pape s'était déjà rendu sur cette île, devenue un symbole de la crise migratoire. Depuis sa dernière visite, le sort des migrants ne s'est guère amélioré. La Méditerranée, qui a uni pendant des millénaires des peuples différents et des terres éloignées, est en train de devenir un cimetière froid sans pierre tombale. Frères et sœurs, je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation. Construit en urgence après l'incendie du camp de Moria, le camp de Mavrovouni abrite encore près de 2200 demandeurs d'asile. Dans une lettre adressée au pape, une quarantaine d'ONG ont dénoncé les refoulements présumés de migrants vers la Turquie, mais aussi la mise en place de camps entourés de fils barbelés et aux accès contrôlés par des portails à rayons X. C'est déjà le cas sur les îles voisines de Samos, Léros et Kos, et de telles structures devraient être installées sur Lesbos l'année prochaine. Nous espérons qu'avec la visite du pape, quelque chose va changer. Nous ne sommes pas des prisonniers, nous voulons juste une vie meilleure. Parmi ces migrants, certains espèrent repartir avec le pape. En 2016, il avait créé la surprise en emmenant 12 Syriens avec lui, à Rome. Prochain journal dans 15 minutes, restez avec nous.